Voilà ce qui installe nos éditorialistes sur le plateau de dimanche, c'est politique, mesdames et messieurs. À nouveau, bonjour et merci de vous installer pour suivre donc l'actualité, la lecture de l'actualité par nos confrères, les journalistes que j'installe. J'ai avec moi aujourd'hui Moubarak Assomblo, qui est le directeur de publication par intérim du quotidien Le Meilleur. Bonjour Moubarak. Bonjour Madame Angèle. Vous allez bien? Je vais très bien. Prosper Vodjonko, qui est le secrétaire de rédaction à CAP-FM. Bonjour Prosper. Bonjour Angèle, bonjour aux téléspectateurs de ETD. Et nous aurons également avec nous Arnaud Doumaron, qui lui est du quotidien La Nation. Il va rejoindre les échanges tout à l'heure. Alors, nous allons démarrer par le tout premier sujet que vous avez d'ailleurs tous suggéré. Il s'agit de la situation au Niger. On commence avec vous, Moubarak. Merci Madame Angèle. Et en tant qu'éditorialiste, en tant que journaliste, durant la semaine ou depuis le 26 juillet passé, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est en proie à un coup d'État qui continue jusqu'à présent. En tant que journaliste et éditorialiste, nous avons débattu de cette question, nous avons écrit beaucoup de choses sur ça. Après le coup d'État, il y a la CEDEAO qui a mis un ultimatum d'une semaine à la junte au pouvoir pour rendre le pouvoir. Aujourd'hui, dimanche, c'est la fin de cet ultimatum. Donc, diront jusqu'à 0 heure, est-ce que nous allons assister peut-être le lundi matin à une invasion des militaires de la CEDEAO pour déloger les putschistes du terrain. Donc, mais si, ma foi, si on fait un peu l'analyse des événements qui sont produits durant toute la semaine, je crois que la junte n'est pas partie pour s'exécuter. Lesquelles analyses, je vais citer d'abord le communiqué qui dénonce d'abord les accords militaires entre la France et le Niger. Il y a le limogeage des ambassadeurs des États-Unis, le limogeage de l'ambassadeur des États-Unis, de la France, du Nigeria et du Togo. En tout cas, tous ces événements laissent à croire qu'au soir du dimanche, les putschistes seront toujours au pouvoir. Il y a un élément clé qu'il ne faut pas oublier. Ils ont dit quoi? Qu'ils riposteront à toute invasion de leur territoire. Donc si nous mettons tous ces événements ensemble, nous pouvons dire sans risque de se tromper que les putschistes au pouvoir dirigés par le général Abdourahmane Tiani seront toujours au pouvoir au soir de l'ultimatum donné par la CEDEAO. Maintenant, quel sera le ton de la CEDEAO? Ça, ce sera une question je crois qu'on en reviendra. Oui, on reviendra au cours des échanges. Alors, Prosper Vodjonko, la junte au pouvoir jusqu'à la fin de cette journée du dimanche pour revenir ou rétablir l'ordre constitutionnel qu'elle a remise en cause. La délégation de la CEDEAO envoyée par Tinubu pour obtenir à l'amiable justement le retour à l'ordre s'est vue pratiquement et conduite par les mutins qui ont rejeté en bloc les décisions de la CEDEAO. Alors, quand on voit un peu comment cette délégation a été accueillie déjà, ils n'ont pas passé le salon d'honneur de l'aéroport du Niger et également qui les a reçus. Je veux presque dire un subalterne puisque ce n'est pas le colonel Tiani lui-même. Est-ce, voilà la question, un échec déjà de cette médiation à l'amiable? J'ai l'impression que c'est le cas parce que jusque-là, les déclarations, les propos qui sortent, tout ce que nous entendons, que ce soit sur les canaux, sur les réseaux sociaux ou à la télé, je pense que le Niger reste campé sur sa position. En tout cas, les putschistes restent campés sur leur situation. Et je vois très mal la CEDEAO aller au bout de ses idées, quitte à contraindre ces mutins de se ranger. La situation est quasiment semblable à ce qui s'est passé au Burkina Faso, à ce qui s'est passé au Mali et à ce qui s'est passé du côté de la Guinée. Je n'ai pas vu la même CEDEAO, dont ces pays sont membres, poser de ces actes, poser ces ultimatums et insister jusqu'au bout. J'ai vu peut-être une CEDEAO qui a tenté de ramener les uns et les autres à l'ordre, de ramener l'ordre constitutionnel, mais qui n'a pas pu et qui a dû peut-être réviser sa position en demandant aux acteurs politiques de consentir et d'aller aux élections pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pourquoi on ne va pas faire la même chose au Niger et qu'on impose peut-être un dictat de l'institution pour un pays souverain, pour des citoyens souverains qui veulent bien évidemment vivre
de leur démocratie, parce que la démocratie, c'est après tout la gestion du peuple, hein, par le peuple et pour le peuple. Donc, tout réuni, je pense que la CEDEAO devrait plutôt réviser sa position, puisque le Niger n'a pas le dos au mur. Le Niger a des soutiens. Je parle du Burkina Faso, je parle du Mali, et je parle peut-être de ceux qui veulent peut-être sanctionner ou punir le Niger, qui seront à leur tour aussi punis, parce que ce ne sera pas sans conséquence sur certains des pays qui veulent peut-être aller au bras de fer avec le Niger. Donc je pense que c'est plutôt la CEDEAO qui devait réviser sa position et non le Niger. Parce que là où nous sommes en train d'aller, on risque peut-être de rentrer dans une guerre dont tout le monde sera perdant, il n'y aura pas de gagnant. La CEDEAO va revoir sa position, mais discuter avec des miliciens, si on peut le dire, parce que juste là, Bazoum n'a pas démissionné. Il donne même signe de vie, quand bien même ses conditions de vie dans sa résidence surveillée deviennent plus ou moins complexes. Est-ce qu'il faut discuter? La CEDEAO devrait peut-être, quand je parle de réviser sa position, c'est faire comme la situation actuellement du côté du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Dans ces pays, on n'a pas forcément imposé ce dictat-là jusqu'à aller là où on est en train d'aller, l'ultimatum qui s'achève dans quelques heures. On n'est pas allé jusqu'au bout comme ça avec ces trois pays qui ont vécu pratiquement la situation semblable et similaire. Donc, je veux dire, c'est plutôt la CEDEAO qui devait peut-être réviser sa position, l'ultimatum, l'annuler et demander encore à aller à une table de négociation, quitte à peut-être amener les putschistes à raccourcir la durée de leur gestion sur le pays, aller peut-être rapidement aux élections pour rétablir l'ordre constitutionnel. Je ne pense pas qu'on révise cet ordre-là, l'ordre constitutionnel-là, avec les armes, avec la force. Moi, je voudrais que ça soit rétabli avec une négociation, comme c'est le cas au Mali, au Burkina, même si on n'a pas encore la solution de ces côtés et que les militaires sont toujours au pouvoir, mais qu'on n'aille pas avec la force. Si je parle de révision de position, c'est de demander à la CEDEAO de ne pas forcément vouloir régler cette crise par la force. Comme il est dit qu'on va peut-être obliger les putschistes à céder. Il des gens qui ne veulent même pas discuter. Ils ne reçoivent même pas la délégation de la CEDEAO. Oui, c'est parce qu'on les force, on les oblige. Comment on s'entretient avec eux? Voilà, donc on les force à faire les choses. L'ultimatum, c'est une force, j'estime. On vous oblige à accepter. C'est comme si vous mettez la corde au cou à un présumé voleur. Vous l'obligez, puisqu'il voit sa mort venir, vous l'obligez à dire « oui, j'ai volé », malgré que ce n'est pas forcément le cas. Donc, j'ai l'impression qu'on veut obliger la junte à dire « ok, nous acceptons, on veut… » Non, pas d'obligation. Il faut discuter d'une autre manière. Il faut les obliger à peut-être raccourcir leur durée au pouvoir, aller aux élections. Et c'est de cette manière, pour moi, que je pense qu'on peut ramener l'ordre constitutionnel. Arnaud Doumaou, bonjour. Bonjour, c'est Arnaud. Alors, vous nous avez rejoint. Nous sommes en train de parler donc de la fin de cet ultimatum de la CEDEAO à la junte au pouvoir. Déjà, la délégation de la CEDEAO qui a été pratiquement conduite alors qu'elle cherchait à discuter à l'amiable. C'était la question tout à l'heure, si c'est déjà un échec de cette négociation, de ce dialogue à l'amiable. Ce n'est pas un échec pour côté vu du regard de la CEDEAO, mais c'est parce que on peut plutôt dire que les militaires au pouvoir au Niger donnent encore la preuve de ce qu'ils ne veulent pas reculer, de ce qu'ils veulent foncer, doit dans cette démarche-là qui consiste à séquestrer, à kidnapper, comme le dirait le ministre des Affaires étrangères, un chef d'État. Donc, je pense plutôt que les militaires sont restés dans leur logique et estiment qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir ou d'ordre à recevoir de la CEDEAO. Donc, je ne pense pas que pour la CEDEAO, que ce soit forcément un échec. Je crois que c'était déjà prévisible. Au regard de la situation qu'il y a dans le Sahel, où le collègue l'évoquait tantôt, au niveau du Niger, que ce soit au niveau du Burkina Faso. Donc, on remarque donc que les militaires, les putschistes se sont dit quand même qu'ils sont dans leur zone de confort et qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de la communauté. Donc pour moi, ce n'est pas une échec pour la CEDEAO, mais contrairement, je dirais que vous allez hausser un peu la voix, pourquoi vous entendez? S'il y a une possibilité, je dirais beaucoup plus que surtout il y a une possibilité d'intervenir par la force, je pense que je suis favorable à cette possibilité-là. Ça,
c'est un point de vue personnel. Bien sûr. J'estime que il faut mettre fin à la saignée. Comme, comment est-ce que nos processus démocratiques peuvent continuer d'exister, peuvent continuer d'avoir un sens si du jour au lendemain, des hommes qui disent avoir détenu juste une âme se croient donc plus intelligents que tous les autres à même de diriger un pays. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut en arriver là, à ce niveau où des individus qui détiennent ou des hommes qui détiennent des âmes estiment que parce que nous sommes détenteurs d'une âme, nous sommes donc plus intelligents que tous les autres citoyens et que seuls nous pouvons gérer un pays. Bon, ils n'en l'ont pas dit, peut-être que c'est une lecture. C'est une lecture que je fais pour dire que je crois que ça pose un véritable problème. Les âmes sont achetées aux frais des contribuables du Niger. Donc c'est le Niger qui achète des âmes, c'est le Bénin qui achète des âmes, qui mettent à disposition des hommes qui doivent veiller donc sur les institutions, sur les autorités politico-administratives. Et donc, lorsque ces personnes-là en arrivent à commencer à penser de plus en plus que lorsque nous sommes détenteurs d'une âme, à partir de ce moment-là, seuls nous sommes en mesure de gouverner un pays, je le dis entre griffes, ça pose un véritable problème. Et le coup d'État au Niger, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je pense fondamentalement que si éventuellement, parce que je ne sais pas si c'est possible, c'est vrai que la CEDEAO l'a dit, je ne sais pas comment est-ce que dans la mise en œuvre, ça peut s'implémenter, ça disons s'implémenter, mais je dis si éventuellement il y a une possibilité d'intervenir par la force, il faut qu'on puisse le faire pour que ça serve désormais de leçon, que nos systèmes démocratiques aient un sens. On ne va pas dépenser des milliards de francs CFA pour organiser des élections. Et que, Bazoum a à peine à mi-mandat. Donc, on ne peut pas dépenser des milliards de francs CFA, organiser des élections, et que du jour au lendemain, des individus à qui on a confié des armes pour d'autres missions retournent ces armes-là contre les institutions, contre les individus, contre les citoyens, contre le pays. De mon point de vue, la situation au Niger, c'est une situation qui vient nous dire aujourd'hui, il faut prendre la mesure de la chose. Il ne faut plus aller dans avec qu'on appelle l'affaire du dialogue, on va essayer de dialoguer. Le Niger est-il alors particulier parce qu'on a vu trois coups d'État et là, quand il s'agit du Niger, finalement, l'organisation se révèle. Le Niger est-il finalement particulier? Non, pas particulier, parce qu'au Niger, c'est vrai qu'il n'y a pas un coup d'État justifié. Mais le Niger, la situation au Niger, c'est une situation particulière. On vient d'organiser régulièrement une élection. Ce n'est pas une affaire peut-être de troisième mandat, ce n'est pas une affaire... Il n'y avait aucun problème. Le Niger n'avait aucun souci. De même que le Mali. De même que le Burkina Faso. Non, la Guinée, c'était des velléités de troisième mandat. Au niveau du Mali, il y avait des situations, il y avait des conflits, il y avait beaucoup de tensions. Le Niger, il n'y avait pas ça. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans les comparaisons. Sinon, on va finir par se dire est-ce qu'il y a des coups d'État justifiés. Mais lorsque vous prenez le Mali, il y avait des situations. Vous prenez la Guinée, il y avait des situations. Mais lorsque vous prenez le Niger, il n'y avait aucune situation. Et donc, c'est le coup d'État. C'est comme si on fait un coup d'État, c'est pas par principe, mais c'est pas pour quelle raison on fait un coup d'État au Niger. Donc, pour moi, on ne peut pas continuer à observer cela dans notre sous-région. De toutes les façons, à quoi sert le système démocratique si désormais un pays va éjecter des milliards de francs CFA, organiser des élections et qu'on en arrive à supporter ces gens de coup d'État? Je crois, en tout cas, certains diront que c'est peut-être trop dur, mais je suis d'accord avec les chefs d'État de la CEDEAO. S'il y a possibilité d'intervenir par la force, je crois qu'il faut saisir cette opportunité-là. Et vous faites partie des rares qui soutiennent cette... Je voudrais rappeler que on ne va pas donner l'impression que le Niger est un pays particulier. Le Mali, le Burkina Faso sont des pays membres de la CEDEAO. Il n'y a pas de coup d'État justifié, quelle que soit la raison. Des tensions, parlant du troisième mandat ou bien un président qui n'aurait pas peut-être du respect pour les institutions de la République et que les militaires décident de l'enlever du pouvoir, un coup d'État, c'est un coup d'État. Moi, je pense que la CEDEAO est en train de donner l'impression qu'il y a quelque chose de particulier avec le Niger. On n'a pas fait ce bras de fer-là avec le Mali, on ne l'a pas fait avec le Burkina Faso, alors que les militaires sont venus enlever un président de pouvoir, un président constitutionnellement élu.
constitutionnellement élu. Donc, pas. un président constitutionnellement élu, même si on me parle de bruit de coulisses, troisième mandat qui arrive, ou bien, ça ne justifie pas. Donc, ce qui est arrivé au Niger, c'est la même chose, je suppose, qui est arrivé au Mali et au Burkina Faso, même en Guinée. Donc, la CEDEAO n'avait pas frappé autant fort. Je ne pense peut-être qu'elle pas a fini par entendre les critiques nombreuses qui fusaient un peu de partout pour pouvoir s'ajuster maintenant à la mesure. Pourquoi ne pas continuer à négocier et on veut maintenant aller de force? À quoi ça va ressembler? Négocier quoi? C'est la question. Négocier quoi? À quoi ça va ressembler si la CEDEAO décide d'intervenir de façon militaire au Niger? C'est qui le perdant finalement dans la situation? Est-ce que ce ne sont pas les Nigériens? Est-ce que ce n'est pas l'Afrique? Moi, je suppose que quand on va vouloir intervenir et que la situation va s'emballer, ce sont les Nigériens qui vont payer le prix. Et après, les pays qui entourent le Niger, le Bénin ne sortira pas forcément gagnant parce que nous entretenons des relations avec ce pays. On va revenir justement sur moi, cette je pense que la du force ne va pas régler le problème. On fera comme le Burkina Faso et comme le Mali, qu'on pourrait gérer cette situation. C'est la meilleure manière pour moi, la négociation. La première a échoué, mais ça ne veut pas dire que la suite sera aussi de la même façon. On peut continuer à tenter la médiation d'une autre manière que d'intervenir par la force, parce qu'on risque d'embrouiller toutes les cartes. D'accord, oui, Moubarak. Moi, je suis à compte, je prendrai totalement le compte de M. Arnaud, parce que pour moi, cette zone est une zone vraiment sensible, très très sensible. Pour moi, c'est une bombe à retardement qui n'attend qu'une petite étincelle pour prendre feu. Intervenir militaire, ce sera catastrophique pour la région. D'abord, pourquoi? Nous sommes d'abord en proie au terrorisme, au djihadisme, qui, depuis, nous essayons d'esquiver la question de cette gens-là lorsqu'on parle du coup d'État. Mais ce sont les gens qui se frottent la main à côté. Ils sont tous se dire, attendons pour voir ce qui va se passer. Ils vont peut-être profiter de ça et les malversations qu'ils ont l'habitude de commettre sur le terrain vont s'accélérer. Aujourd'hui, j'ai suivi par exemple une chaîne internationale qui parle de milliers de militaires qu'on doit envoyer au Niger pour aller combattre les Nigériens. Comment les Nigériens vont se défendre? On parle d'une coalition Niger, Burkina, Mali. Contre quoi? Contre le Bénin, le Sénégal, le Nigeria. Parce que ce sont eux qui ont décidé d'envoyer leurs soldats sur le terrain. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Il y a cette question que les gens sont en train d'oublier. Mais et après ça, la suite de la CEDEAO, ce sera quoi? C'est eux qui détiennent la stratégie, justement. La suite de la CEDEAO, ce sera quoi? C'est ça. On finit cette intervention militaire, que je suis sûr que ça ne va pas d'abord réussir, parce que d'abord, le camp militaire... On ne peut pas pronostiquer sur ce que... Je dis ça parce que on n'a pas encore vu faire. Le palais nigérien, c'est où? C'est au cœur d'un camp militaire. Et prendre un camp militaire, c'est pas facile. Les militaires savent de quoi je parle, c'est pas facile. Comment ça va se passer? Ça, c'est une autre question. Maintenant, lorsqu'on va finir on finit la guerre, par exemple, qu'est-ce qui va se passer de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO, maintenant, ce sera désormais 2 blocs? Ou bien la CEDEAO sera toujours la CEDEAO de 15 membres comme d'habitude? C'est une autre point d'interrogation. Pour moi, je crois qu'on va toujours aller aux négociations. Ce n'est pas parce que la première négociation a échoué que la seconde va échouer. Non, négocions. Et rappelez-vous par exemple du cas de la Libye. Lorsqu'on a voulu déloger le guide Kadhafi, tout le monde ne s'était pas imaginé de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, c'est le prix que nous en payons jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer à quelques mètres du Bénin si cette guerre arrivait à s'éclater? Bon, on ne parle pas encore de guerre, hein. On parle... Lorsque nous suivons le ton ferme de la CEDEAO et nous suivons également la ténacité des pouvoirs de la junte, on tend vers là-bas, Angèle. Oui, Arnaud, quand vous priorisez cette option que la CEDEAO n'exclut pas, n'est-ce pas aussi un peu mettre en danger la vie de Bazoum, qui est quand même aux mains des putschistes? Oui, là, vous touchez un point sensible. Je ne suis pas surpris que les amis ne soient pas d'accord avec moi. Oui, chacun a son opinion. On a généralement, et fait sa lecture. On n'a généralement pas été souvent d'accord avec moi. Vous me connaissez très bien. Donc ça ne me surprend pas. Mais je trouve que la grosse question, qu'est-ce que nous mettons dans le dialogue? Parce que vous avez parlé, vous avez beau évoquer les cas du Niger, du Burkina Faso. Le dialogue avec la CEDEAO, entre la CEDEAO et le Niger, entre la CEDEAO et le Mali, ça a conduit à quoi? Nous en sommes où? Les militaires pouvoirs qui ne sont pas prêts à partir. Le dialogue CEDEAO au Burkina Faso, ça a conduit à quoi? Nous en sommes où? Donc il ne faut pas survoler les questions. Il faut se poser les vraies questions et les réalités que nous avons en face. Le dialogue dans ce pays a payé. Hein. Ça a payé, justement. On a réussi à fixer quand même un délai pour organiser les élections. À quel moment? On n'a pas encore les élections juste là. Et ce n'est pas sûr que ces militaires
quitte le pouvoir, nous allons voir les années à venir. Soyez tranquilles. Parce que plusieurs fois, les délais ont été fixés, mais qui ont été repoussés après. Tout de même fixés. Ça veut dire qu'il y a eu des accords. La question est qu'ils sont toujours au pouvoir. Et aujourd'hui, et donc, il y a l'épidémie qui conduit. Mais s'il faut passer par des accords pour ne pas embraser, pour ne pas créer un chaos, permettez-moi de finir pour vous dire allez-y. Aujourd'hui, c'est le Niger. Rien ne nous dit que demain, ce sera le tour du Bénin. Vous n'allez pas venir encore demain nous dire que bon, il faut dialoguer encore. Il faut mettre un terme à cette situation. Quand on a déjà utilisé d'autres manières, ça n'a pas marché. C'est pour vous dire, c'est vrai que la CEDEAO, tout en donnant l'ultimatum de 7 jours, je crois, oui, c'est pour mettre une pression sur la junte. C'est la première lecture. Parce qu'on les tue. Tout en donnant cette injonction-là, la CEDEAO dit d'accord, je ne ferme pas la porte, j'envoie des émissaires pour discuter, parce que pour nous, il s'agit d'un kidnapping, il s'agit d'une séquestration. À partir de ce moment-là, j'envoie quand même des émissaires pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on puisse rétablir Bazoum dans ses fonctions et offrir une porte de sortie aux militaires qui sont au pouvoir. Ça veut dire que, tout en mettant l'injonction de 7 jours, la CEDEAO n'a pas fermé la porte au dialogue. Mais nous avons constaté, vous et moi, la situation qui prévaut actuellement au Niger. Et je vous ai dit que ça fait école. C'est-à-dire que ça va, c'est une épidémie qui ronge la sous-région. Et donc, lorsque vous ne prenez pas la mesure de la situation, vous avez dit qu'il y a eu des situations tout et tout ça, mais ok, d'accord, nous en sommes où? Donc, le Niger, ça va passer en douce. On va parler de dialogue, ça va passer en douce. Et après, nous allons dire, vous croyez que le Bénin est pareil? Je ne le souhaite pas, mais je peux vous dire que si nous n'arrivons pas au niveau sous-régional à prendre la mesure de la situation, ça va dégénérer. C'est pourquoi je dis, la CEDEAO n'est pas partie, n'a pas directement envoyé des armes au Niger. Vous évoquez les problèmes comme si ce n'est pas une obsédée en application. La CEDEAO dit voilà ce que je préconise. Mais je vous mets pression, vous avez 7 jours, au-delà de ces 7 jours-là, nous avons la possibilité d'intervenir militairement. Mais pourquoi vous voyez déjà l'aspect militaire? Parlant des civils, la fermeture des frontières, des centaines de camions sont à nos frontières actuellement, entre le Bénin et le Niger. Les populations qui en souffrent déjà, les avoirs du Niger qui sont bloqués au niveau des banques centrales, des fonds, des entreprises. C'est même la raison fondamentale pour négocier. Pour vous dire donc que aujourd'hui, on a appliqué cette situation ailleurs. Vous allez voir que la CEDEAO a encore évolué. Avant, les sanctions au niveau de la CEDEAO concernaient seulement la junte. Aujourd'hui, si vous avez suivi la sanction, la CEDEAO a évolué dans cette sanction, dit même les personnes qui seront associées à la gestion de ce pouvoir-là seront sanctionnées par la CEDEAO. Parce qu'on a vu au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, lorsqu'on a juste sanctionné la junte, il y a des gens qui ont été invités à travailler avec la junte et qui voyageaient régulièrement. La CEDEAO dit aujourd'hui, ces personnes qui seront associées à la gestion avec ces poursuites, ces personnes également sont concernées par la sanction. Et aller plus loin pour dire cette fois-ci, je donne un ultimatum de 7 jours. Au-delà de ce ultimatum-là, nous serons en mesure, si possible, d'intervenir par la force. Voilà. Et moi, j'estime que mon point de vue, et ça c'est mon point de vue, qui reste, si les putschistes restent sourds, jouent à sous-oreille aux différentes propositions, à l'interpellation de la communauté sous-régionale, continentale, internationale, et que la CEDEAO a la possibilité d'intervenir militairement, pour moi, je crois que ça va quand même mettre, on dit la peur du gendarme et le commencement de la situation. D'autres personnes pour intervenir après un coup d'État, après vont se dire, ah, nous avons quand même une force sous-régionale qui peut intervenir. Je n'ai pas encore eu réponse à ma question, Arnaud. Vous allez y répondre par rapport à la vie de Bazoum oui, je dis concernant ça, cette option. Ce qui est sûr aujourd'hui, Bazoum est où? En résidence surveillée. Est-ce que c'est normal un président démocratiquement élu qui soit kidnappé, qu'on prenne en otage un président démocratiquement élu? C'est un coup d'État. Je vous en prie. La suite d'un coup d'État. Il n'a pas encore démissionné, donc du coup, c'est une situation confuse. Dans un coup d'État, c'est le président qui est visé. J'épouse entièrement cette expression du ministre des Affaires étrangères. Ça là, ce n'est pas d'abord un coup d'État. C'est d'abord une affaire de kidnapping. Donc c'est la même chose au Mali ou au Burkina. Prise en otage. C'est la même chose dans ces 3 autres pays. De toute façon, Bazoum n'est pas déjà en sécurité. Pour répondre à votre question, actuellement, Bazoum n'est pas en sécurité. Un chef d'État dont la vie dépend de ceux-là qui ont les armes. Vous savez ce que ça veut dire d'être pris en otage, président de la République démocratiquement élu, être en otage. Vous pouvez aller faire vos besoins, vous avez les armes derrière vous. Ces enfants sont l'épouses
qui ont, tous les jours ont les armes derrière eux pour faire les moindres gestes, déjà ne sont pas en sécurité. Et jusqu'à ce vendredi, ils sont dans le noir parce qu'on leur a coupé justement l'électricité. l'électricité. Ils ne sont donc pas en sécurité. Alors, ce n'est pas l'intervention militaire qui va en rajouter. L'intervention militaire, si les gens estiment qu'ils vont leur arracher la vie, ils vont en répondre. Ils vont en répondre. Il n'y a rien à faire. Mais de toutes les façons, je dis, aujourd'hui, la CEDEAO, en prenant les décisions, n'a pas fermé les portes. Et si les putschistes ont décidé de fermer la porte à tout, parce qu'ils ont les armes, c'est ça le problème véritable aujourd'hui. D'accord. Avoir les armes là, est-ce qu'avoir les armes là suffit pour qu'on se dise on est plus fort que tout et que chaque fois qu'on a les armes, on soit les seuls en mesure de diriger un pays? Je refuse de croire à cela. Que ce soit à Niger ou ailleurs, même pas au Bénin ici. Ce n'est pas parce que vous avez une arme que vous êtes plus, votre intelligence, et c'est pas si ça se multiplie par 1000 et que vous êtes les seuls en mesure de gouverner un pays. S'il y a des problèmes, laissez les autorités à même de régler ce problème, les résoudre. Et là, vous avez la possibilité de démissionner, de quitter l'uniforme. Il y a aussi de ces élus qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres aussi. Parce que je suis sûr que quelque chose est reproché. Déposer l'uniforme, déposer les armes et entrer en politique. Moi, je n'applaudis pas la situation, je n'applaudis pas le coup d'État, mais je dis quelque chose est reproché à un président. Et on ne sait pas forcément quand est-ce que ça a commencé, mais le président aussi, lorsque les reproches ont commencé avant que le coup d'État n'arrive, aurait peut-être accepté les négociations pour dire voilà ce que vous me reprochez, voilà comment ça va se passer, voilà comment nous allons faire. Donc, il y a aussi quelqu'un qui se croit plus intelligent que les autres aussi. Si vous pensez que les militaires, à un moment donné, ont pensé qu'à cause des armes, ils sont plus intelligents, il y a aussi quelqu'un qui n'a pas accepté des négociations. La démocratie, c'est le peuple qui, parfois, a Quelle négociation le dernier mot. On reproche quelque chose au président pour l'enlever. Quoi? On se dit, bon, il ne gère pas bien le pays. La première chose, les raisons qui ont été principalement évoquées, c'est la base militaire française au Niger. Le président aurait pu peut-être convoquer les uns et les autres à une table de négociation. Mais c'est le président qui a été élu, donc il définit sa politique de gouvernance. Donc plus intelligent que tout le monde alors. Si on ne veut pas associer les autres... Est-ce qu'on ne lui a pas donné un mandat? Voilà. Donc, si on lui donne un mandat, il exécute ce mandat. Le mandat n'astreint pas, le mandat ne vous amène pas à ne pas discuter avec les autres, à se croire plus intelligent. Donc je me dis, la situation, c'est pas bon à aucun niveau, au niveau des militaires comme au niveau du pouvoir. Il y a quelque chose à dire, mais la force donnera l'impression que des éléphants vont se battre. Et moi, j'imagine la vie des herbes. Même du président déchu, il ne va pas s'en sortir dans cette situation. Oui, moi, je veux qu'on revienne un peu sur le contexte de pourquoi, au début, nous analysons parti du côté force et interdire tout de suite, évoquer tout de suite l'intervention militaire. C'est la position qu'a pris la CEDEAO. Ils ont pris un ton ferme. Ils ont dit, une semaine après, si vous ne respectez pas ça, nous allons intervenir militairement. Ils n'excluent pas la force. Voilà. C'est l'expression en réalité. La force, c'est ça. Lorsqu'on parle de la force dans un pays, c'est ça. Sinon, moi, je crois que les sanctions qui ont été mises en place, parce que ce sont des sanctions inédites, ces sanctions n'ont jamais existé depuis que la CEDEAO, les sanctions qui ont été mises en place. Oui, ces sanctions-là, économiques-là, jusqu'à aller couper l'électricité, jusqu'à faire ça, c'est pas la CEDEAO, ça, c'est la Nigeria. Je ne refuse pas que c'est le Nigeria. Et c'est notre débat aussi. Hein, je ne refuse pas. Mais lorsque vous faites toutes ces sanctions-là autour d'un pays, mais vous croyez que le Niger, qui dépend après de son 10% de l'extérieur, peut vivre comme ça? Ils ne peuvent pas vivre comme ça. Moi, je crois que si nous maintenons cette pression, où ils ont même interdit à la population, ou bien au cas de s'associer à ces putschistes pour travailler, si on maintient cette pression-là et on négocie encore, je crois qu'on va trouver la porte de sortie. Pour moi, l'idéal n'est pas de démarrer une guerre dans cette sous-région qui n'attend que ça pour complètement exploser. Continuons de négocier. Bazoum, quoi qu'on dise, bon, ok, j'estime aujourd'hui que Bazoum est libéré. Qui va assumer après sa sécurité? Voici notre point d'interrogation. On parle de la garde républicaine et on dit maintenant que toute l'armée est pour les putschistes. Maintenant, si aujourd'hui maintenant on libère Bazoum sur la base de tout ce que la CEDEAO dit, parce que la CEDEAO même ferme toutes les portes, il dit qu'il ne reconnaîtra aucune signature si ce n'est la signature de Bazoum. Ça qui est démocratiquement élu. Ça fait un. La CEDEAO dit quoi? Pour préciser qui ne va jamais accepter une démission. Il faudrait préciser les choses. Bazoum qui est démocratiquement élu, je ne refuse renversé par les putschistes. Voilà. La CEDEAO continue dit quoi? Que même il ne va pas accepter une démission du président Bazoum. On a vu le cas au Burkina, où à la fin le président Touadéra avait démissionné.
C'était du côté de... Et le Burkina, c'est... le président Christian Kaboré avait démissionné à la fin, lorsqu'il voyait que la tension montait. Maintenant, cette CEDEAO ferme la porte, dit que nous n'acceptons même pas une démission de Bazoum. J'ai dit, bon, ok, admettons que Bazoum ne démissionne pas. Ok, vous faites à la guerre, vous restaurez... Même Bazoum est sorti, quand bien même ces conditions de détention sont difficiles, il est sorti appelant à l'aide pratiquement parce qu'il se considère comme un otage. C'est pour dire... Lorsque nous caricaturons la situation comme ça... Vous avez lu son post dans le Washington Post, par exemple. Lorsque nous caricaturons la situation comme ça, un peu comme Arnaud le dit, il marche avec les armes à la tête, il va obliger... Mais vous pensez que celui qui est vraiment, comme Arnaud le décrit, peut faire un post sur Washington ou bien peut recevoir des journalistes pour l'interviewer? Là, vous semblez minimiser la situation. Non, je ne minimise pas la situation. Je ne minimise pas la situation. C'est pour dire quoi? Le coup d'État, pour ceux qui ne pensent pas, pour le moment, le coup d'État est consommé. Allons à la négociation pour trouver d'autres points de solution. La guerre n'est pas la solution. Moi, je suis toujours ferme là-dessus. D'accord. Je suis à vous encore, Arnaud. Après ma précédente question, voilà la prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à craindre que l'intervention, fût-elle par force ou pas, militaire ou pas, de la CEDEAO entraîne un peu l'embrasement de la sous-région? Déjà que, justement, les Nigériens ont le soutien du Burkina, du Mali, de la Guinée. Je crois que ça, c'est un faux problème. Les putschistes au Mali, au Niger et au Burkina, en Guinée. Voilà, je vais parler du Mali, de la Guinée et du Burkina. Je crois qu'ils jouent à monter les enchères, ils jouent à faire les malins. Je pense fondamentalement, on ne peut pas intervenir au Niger pour que le Mali puisse envoyer des forces. Parce que la question, envoyer des forces au Mali, envoyer des forces du Mali au Niger, est-ce que vous êtes en mesure d'assurer vos arrières vous-même? Je crois plutôt que le Mali va vouloir renforcer sa sécurité à l'intérieur. Le Burkina fera pareil. N'oubliez pas que nous avons le Tchad à côté. Le Tchad qui soutient fortement la CEDEAO. Dont le président a été désigné pour conduire la médiation. Et quand nous parlons des Tchadiens, c'est une force armée. Et nous laissons même le Tchad, même le Nigeria. Militairement, le Nigeria n'est pas un petit pays. Donc, on dit que, de mon point de vue, les histoires de chantage, nous allons solidarité, machin, ça, pour moi, il n'y a pas de fond. Il ne faut pas prendre au sérieux ou au premier mot cette déclaration du Burkina, du Mali. Ils vont plutôt chercher à renforcer la sécurité interne, chercher à faire en sorte qu'ils soient épargnés par rapport à une telle situation. Donc, je pense fondamentalement, en ce qui concerne le Niger, si la CEDEAO trouve les moyens, les voies et moyens pour intervenir militairement, de mon point de vue, et je le précise, la CEDEAO n'a pas dit au départ, nous allons directement intervenir militairement. La CEDEAO a dit, nous vous recommandons de rétablir l'ordre constitutionnel, de réinstaller le président Bazoum. En plus, nous avons envoyé quand même des émissaires pour dire, nous allons continuer de dialoguer pour trouver les voies et moyens, des portes de sortie pour la junte militaire, pour le pouvoir. Alors, si vous n'y arrivez pas, si vous n'y parvenez pas, si de votre propre gré, vous n'arrivez pas à rétablir l'ordre constitutionnel, alors nous serons en mesure d'intervenir militairement. Donc, la CEDEAO dit, je n'exclus pas la force. Et moi, je dis, de mon point de vue, c'est une bonne décision, étant donné que nous sommes dans une situation particulière. Ne le perdons pas de vue, ne disons pas comme c'est fait ailleurs, tolérons comme ça a été toléré ailleurs. Je dis que je ne sais pas dans quel langage je vais l'expliquer. Ce n'est pas parce que, laissez-moi finir, c'est pas parce que, je suppose que tu as 5 enfants, le premier est devenu voleur, le troisième est devenu voleur, que tu vas dire, bon, même si le quatrième devient voleur, ce n'est pas grave. Si tu as la possibilité d'empêcher l'épidémie, de mettre un terme à cela, il faut le faire. Donc je crois que, de mon point de vue, la CEDEAO est dans cette dynamique. Quelles voies et moyens nous allons trouver pour sécuriser le système démocratique dans notre sous-région? Nous avons essayé par le dialogue, nous avons pris telle mesure, ça n'a pas marché dans telle situation, et ça devient une épidémie qui évolue. Et ça là, aucun pays n'est à l'abri. Vous savez ce que signifie renverser un chef d'État? On recommence tout à zéro. Vous mettez fin aux fonctions des institutions. Aujourd'hui, les Nigériens vont en souffrir parce que juste un groupe d'hommes armés, des armes payées au fric de l'État nigérien,
se sont trouvés quand même la vocation de une vocation messianique, et puis ils démantèlent tout un système mis en place. Vous savez ce qui va arriver? Si une situation peut arriver au Bénin, des milliards que nous avons investis récemment pour organiser les élections, pour installer le président Patrice Talon, nous allons reprendre tout cela à zéro. Le système économique sera mis d'abord à genoux et nous allons commencer à réfléchir à nouveau. Est-ce que, parce que au Niger, au Mali, ça s'est passé comme ça, au Burkina, ça s'est passé comme ça, la CEDEAO a dit non, c'est la goutte d'eau qui déverse le vase. Il est temps de mettre un terme à cette épidémie-là. Et c'est pourquoi je dis, je suis dans cette dynamique. En tout cas, de mon point de vue, s'il y a une possibilité, parce que je ne sais pas comment ça peut s'organiser militairement, mais je dis, c'est une possibilité de le faire militairement et d'en renvoyer un message aux autres qui seraient peut-être en train de cogiter. On ne sait pas. Nous sommes là, on ne sait pas, on est en train de voir pour le Niger. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'il faut, s'il y a une méthode d'intervenir militairement, s'ils ne veulent rien entendre du tout, pour qu'on renvoie un message aux autres, ça serait l'idéal de mon point de vue. Non, je disais que je ne vois rien de particulier. Un coup d'État reste pour moi un coup d'État. Que le président soit démocratiquement élu, un coup d'État, c'est un coup d'État. Le Niger, la situation du Niger n'a rien de particulier. Peut-être que je vais admettre que la CEDEAO ne cherche pas les moyens, toutes les solutions, même pas par force pour faire rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Mais le Niger n'est pas particulier. La situation du Niger n'est pas particulière. C'est un coup d'État. Un président démocratiquement élu a été enlevé du pouvoir. C'est la même situation. Comme le Mali, le président a été enlevé au pouvoir en étant quand même élu. Au Burkina, pareil. En Guinée, pareil. Bon, donc, en Guinée, le cas est un peu différent. Mais un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est la personne du président qui est d'abord visée. Et après, tout ce qui l'entoure. Parce que quand le président n'est pas là, le président n'est plus là. Donc, tous ceux qui travaillent avec le président sont censés partir aussi d'une autre manière. Donc, la situation du Niger n'est pas différente. Oui, c'est la même chose. Et moi, je pense que si on a trouvé la formule de calmer la situation dans les autres pays pour peut-être chercher maintenant les voies et moyens et retourner à l'ordre constitutionnel, on peut le faire au Niger que d'appeler la force. Parce que ce que la CEDEAO dit, si vous ne faites pas ci, il y aura ça. La conséquence de l'entêtement de la junte, c'est la force. Donc la force va arriver parce que la junte continue de dire nous avons la légitimité, c'est notre pays à nous. Et nous pouvons le défendre comme nous voulons, c'est notre pays, c'est le Niger. Donc nous n'allons pas céder à ces intimidations. Et ce qui va arriver, c'est peut-être la force. Et moi, j'imagine la vie des Nigériens si on intervenait par force pour établir un ordre constitutionnel. Ce que nombre repose justement également à cette médiation, c'est la personne qui l'a conduit, c'est Mahamat Déby, Mahamat, en tout cas le Tchadien. Mahamat Idriss Déby. Le Tchadien, la CEDEAO dit être contre les coups d'État, et puis bon, c'est le Tchadien qui est désigné pour le faire, donc du coup, quelque part aussi, la CEDEAO ne s'est pas pour certains observateurs. Sur la situation, la CEDEAO ne s'est pas montrée aussi sérieuse. Quelqu'un qui n'est pas dans un ordre constitutionnel est appelé à rétablir notre constitutionnel ailleurs. Je trouve c'est déjà des choses qui montrent que... Donc le dialogue que vous prenez, il est bien, il faut aller au dialogue, d'accord, mais celui qui mène cette médiation aussi, il faut bien on peut ne pas le prendre au sérieux. Il faut bien préparer le dialogue. On peut ne pas le prendre au sérieux. Alors, on va opiner sur... Non, je vais d'abord conclure sur ça. Vous savez pourquoi les gens ne prennent pas la CEDEAO au sérieux? Lorsqu'il s'agit des coups d'État institutionnel, où c'est le président qui tripatouille la Constitution pour revenir. Mais elle ne réagit pas. On trouve que c'est logique. Dans les membres de la CEDEAO, tous ceux qui n'ont pas suivi la Constitution pour être là. Maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui viennent donner des leçons à quelqu'un d'autre. C'est ça, au fait, les gens déplorent au niveau de la CEDEAO. On a vu ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire. On voit tout ce qui se passe au niveau du Togo. Mais ce sont ces gens-là qui viennent donner des leçons à une autre personne. Donc, c'est ça, au fait, ce que les gens déplorent de la CEDEAO. Ça biaise aussi la situation. Nous ne disons pas qu'un coup d'État est bon. Vous ne pouvez même pas faire l'apologie des coups d'État ici sur ce plateau. On peut même pas le dire. On va toujours dénoncer les coups d'État jusqu'à la dernière rigueur. Mais ne faisons pas de deux poids, deux mesures. D'accord, on va apprécier. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Oui, on va apprécier maintenant. Je vais dire que ce n'est pas parce que la CEDEAO a ses problèmes internes que l'institution, on a beaucoup de choses à reprocher à l'institution. Ce n'est pas à cause de cela, pour cette raison, que nous allons dire laisser les gens faire ce qu'ils veulent au Niger. De mon point de vue,
ça ne colle pas. D'accord. Merci bien, Arnaud, pour cette précision. Alors, apprécions pour finir, sortie de ce débat, la position du Bénin dans tout ce qui est fait. Vous savez, le Bénin a de très gros intérêts, si je peux le dire comme ça, avec le Niger. Quand on sait que les putschistes ont mis en garde également toutes les personnes qui vont porter flanc à cette mission de la CEDEAO, le Bénin qui a des intérêts économiques, déjà le port du Bénin qui est le port du Niger, et le pétrole du Niger qui est le pétrole du Bénin, si on s'en tient à ce que les deux chefs d'État avaient dit récemment. Donc, avec ces intérêts-là, est-ce que le Bénin également n'est pas plus ou moins en difficulté, Arnaud? Oui, je dirais que le Bénin est en difficulté. Mais vous voyez que le Bénin a pris la mesure de l'enjeu. Le Bénin est membre de la CEDEAO. Le chef de l'État est un membre actif au sein de cette conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Vous avez suivi récemment les dernières actualités. Oui. Vous voyez que le Bénin est beaucoup plus en vue ces derniers temps au niveau de la communauté. Vous voyez, ça fait beaucoup de manque à gagner à l'État béninois lorsque nous n'arrivons donc pas à maintenir ce flux de trafic, ce flux-là de marchandises entre les deux pays, à maintenir la coopération entre les deux pays. Et vous le rappeliez tantôt, le président Bazoum, quand il était à Cotonou, il disait que le port du Bénin était celui du Niger et que le pétrole nigérien est celui béninois. Mais lorsque vous avez des sans oublier le pipeline. Voilà, le pipeline, c'est surtout même ça. Parce que récemment, c'est que ça nourrit beaucoup d'espoir. Tout ce que nous allons gagner comme en termes de gains, de dividendes, en termes d'impôts. Vous imaginez que le Bénin accepte souffrir, c'est-à-dire donc de ne pas prêter flanc à la junte au pouvoir. Le Bénin peut dire, bon, de toutes les façons, j'ai beaucoup d'intérêt au Niger, et donc je peux me désolidariser de la décision de la CEDEAO. Être neutre. Donc, vous voyez, afficher une certaine neutralité pour se dire, bon, de toutes les façons, moi j'ai beaucoup d'intérêt, je ne vais pas encore aller me créer de problèmes là-bas. Nous sommes en train de réchauffer, peut-être que nous allons y venir, les relations au niveau du Bénin et avec le Nigeria, et nous avons de gros soucis déjà au niveau du Burkina Faso. Quand vous prenez même le Bénin, nous sommes entourés par des pays où il y a beaucoup de phénomènes le terrorisme. Le Nigeria qui n'est pas totalement stable en termes de ces phénomènes-là, puisqu'il y a Boko Haram qui sévit là. Vous avez le Burkina Faso que nous avons juste à nos portes, qui n'est pas une zone de sécurité, de confort pour nous. Nous avons également un autre pays du Sahel, le Niger, qui n'est pas totalement une zone de confort pour nous. Et dans ce contexte-là, le Bénin, dont l'économie est essentiellement fiscale, a beaucoup de difficultés à pouvoir dire j'applique la décision de la CEDEAO. Donc j'imagine que c'est peut-être avec beaucoup de peine que l'État béninois se dit bon, nous sommes dans une communauté, nous sommes obligés. Et surtout que nos relations viennent d'être arrangées avec le Nigeria. Nous sommes obligés, du coup, ça va être... nous sommes obligés donc d'appliquer la décision. Et c'est ça la force d'une communauté. Nous reprochons beaucoup de choses à la CEDEAO, je suis tout à fait d'accord. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès de la CEDEAO. Nous sommes là pour parler de la situation au Niger. C'est pour ça que je me suis refusé de faire des comparaisons entre le Niger et les autres pays où il y a déjà le coup d'État ou dans le G5 Sahel. Donc vous imaginez un peu la situation du Bénin dans ce cas dans le respect de la décision de la CEDEAO. C'est avec beaucoup de peine que l'État béninois se dit je suis quand même obligé d'appliquer les décisions de la CEDEAO. Donc je dis que le Bénin a beaucoup à perdre. Le Bénin a beaucoup à perdre dans le respect de ces sanctions-là. Là, déjà, il y a beaucoup de gognes au niveau de la commune de Balaville. Les frontières qui sont fermées déjà. Au niveau, tant dans le rang des opérateurs économiques béninois que dans le rang des opérateurs économiques nigériens. Et sans oublier ce que nous aurons à perdre si la sanction dure, ce que le Bénin a à perdre dans ce rapport-là. Mais également, regardez, quand vous destituez un président de cette façon-là, tout est remis en cause. Dès qu'ils viennent, ils arrêtent le fonctionnement des institutions. Mais comment est-ce qu'on rétablit tout cela? On reprend la gouvernance. Donc, vous perdez du temps. Vous avez des projets que vous allez perdre, des trucs qui étaient en cours, que vous allez perdre. Donc, ça veut dire qu'on remet. C'est comme si, genre, on arrête la vie de l'État au Niger. Le fonctionnement de la vie de l'État. C'est d'une gravité extrême. Et les coups d'État n'arrangent généralement pas les pays. Nous avons peut-être dit que, bon, c'est tant mieux parce que nous avons trouvé des raisons pour justifier les coups d'État. Que ce soit en Niger ou ailleurs, on ne peut pas tolérer des coups d'État.
Donc je dis que le Bénin a beaucoup à perdre, mais le Bénin joue les bons élèves et je suis tout à fait d'accord de la communauté, puisque nous sommes dans une communauté. Il faut respecter la décision de la communauté. Oui, Prosper. Le Bénin a beaucoup à perdre. Moi, je ne veux pas savoir si le Bénin choisit un côté ou l'autre, ou si le Bénin est centriste dans la situation. Que ce soit intervention par force, que ce soit les négociations. De toutes les façons, le temps que ça va durer, le Bénin va perdre. Si on vous donne les chiffres de la fréquentation du port autonome de Cotonou par les opérateurs économiques du Niger, en tout cas, le flux des transactions entre le Bénin et le Niger à travers le port de Cotonou, vous allez imaginer à quel point on va perdre. Le port du Bénin, c'est pratiquement 70 à 80% des transactions pratiquement qui se font entre le Bénin et le Niger à ce niveau. C'est des milliards de manques à gagner le temps que la situation va durer. Est-ce que l'intervention par force va raccourcir la situation pour que tout revienne rapidement à la normale? La question est là. Est-ce que les négociations vont permettre à la situation de s'arranger le plus vite possible? La question est également là. Mais moi, je pense que si on négocie, le temps des négociations, on peut trouver la formule d'ouvrir les frontières pour le bonheur des citoyens du Niger, parce que les transactions sont en faveur beaucoup plus de ces citoyens, parce que tout ce qui va au Niger, c'est beaucoup plus pour les citoyens du Niger. Donc, moi, je trouve que le Bénin va beaucoup perdre. Dans la situation, le Niger va continuer à respirer un tout petit peu parce que les frontières du Mali, du Burkina Faso vont rester ouvertes. Le Tchad n'étant pas dans la CEDEAO, je me demande, même si le président est aujourd'hui impliqué, va aussi fermer ses frontières au Niger. Donc, sur les 6 pays frontaliers du Niger, il y aura pratiquement à peine 2 ou 3 qui vont se retrouver dans cette situation. Et donc, la vie va presque continuer pour le Niger, mais bloquée pour ces pays qui bénéficient beaucoup du Niger à travers les transactions. Donc, moi, je souhaiterais qu'on n'aille pas jusque-là, que la situation ne dure pas, parce que le Bénin va beaucoup perdre à travers uniquement son port, qui est le poumon de son économie, le port de Cotonou, qui, en matière de production de biens, en est pour beaucoup. Quand on parle donc des recettes du Bénin, c'est 60 à 65% pratiquement. Et donc, si vous arrivez à bloquer tout ça, j'imagine combien ça va être dur pour le Bénin. Et je vois déjà peut-être un chef d'État béninois qui va accepter que son économie chute parce qu'il faut être un bon élève de la CEDEAO. Bon, il s'agit de relations de coopération, donc on n'a pas toutes les données. On n'a pas toutes les données. Le Bénin a suivi à la frontière, à la fermeture de la frontière nigériane. Ce n'est pas avec le Niger que nous aurons davantage de pas facile. Le prix à payer n'était pas... On a survécu quand même. Oui, mais ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile. On a payé un prix. Hein. Nous avons le Bénin, l'économie béninoise est aujourd'hui suffisamment résiliente. Nous avons survécu à la fermeture de la frontière. Non, ce sont les données. Vous avez peut-être parlé en termes de manque à garantir de recettes, de la hausse des recettes. Oui. D'accord, mais nous avons survécu à la fermeture de la frontière nigériane. Nous avons survécu à la COVID-19 parce que nous avons été un des rares pays à maintenir un taux de croissance positif, pendant cette période-là. Vous vous dites donc que le Bénin, encore que nous réchauffons maintenant la coopération avec le Nigeria, le Bénin va peut-être sentir des difficultés au niveau de la frontière nigérienne, mais pas dire que parce que la frontière fermée au niveau du Nigeria, l'économie béninoise va avoir des problèmes. Je ne crois pas. Voilà, une implication du Bénin coûteuse, si on peut le dire, mais dans le même temps, c'est pas que le Bénin qui exécute les décisions, le Nigeria également a coupé l'électricité, je pense bien, au Niger. Donc bon, voilà, les sanctions sont communément appliquées. Moi, je crois que, quoi qu'on dise, que ce soit pour le Bénin, que ce soit pour le Niger, les deux pays sont perdants. Le Bénin encore beaucoup plus, comme le Niger également, parce que lorsque vous n'avez pas à manger, je vous rappelle que lorsque vous allez par exemple à Zongo, chaque soir, des tonnes d'ananas, des tonnes de vivres qui vont généralement au Niger passent par le Bénin. Donc, eux-mêmes, ils vont souffrir. Mais nous-mêmes, nous allons souffrir. Raison pour laquelle nous ne devons pas faire durer cette incertitude. Ça ne dépend pas de nous. Donc, je refuse pas. Mais vous, ce que les gens oublient, c'est que quoi? Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Les militaires n'acceptent jamais les intimidations. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre force, lorsque vous intimidez un militaire, il ne refuse pas d'aller au front et de vous affronter, quitte à mourir. C'est ça, en fait, le militaire. Donc les chefs d'État généraux qui sont partis en conclave à la BCA et à la CEDEAO, eux-mêmes, ils savent ça. Ils savent que, quoi qu'on dise, si c'est vrai que par les intimidations,
les processus au pouvoir ne vont pas céder. Allons au dialogue, faisons en sorte que cette période ne dure pas parce que ce n'est bon pour personne, que ce soit pour le Niger, que ce soit pour les autres pays frontaliers avec le Niger. D'accord. On va venir à Prosper pour le second sujet. Ce 1er août qui a été célébré dans une condition très festive d'amélioration des relations entre le Bénin et le Nigeria. Oui, c'est la preuve. C'est une situation, c'est une amélioration qui a démarré des mois bien en avant avec l'arrivée au pouvoir du président Tinubu. Du côté du Bénin, le président a reçu le président Patrice Talon, il y a eu des échanges. Après, il y a eu Dangote qui est rentré dans le jeu, bien reçu. Après, la fête de l'indépendance est venue tout couronner. On a vu des embrassades, on a vu des discussions. On s'est dit, oui, le Bénin et le Nigeria ont désormais réchauffé correctement leurs relations bilatérales. Et donc, entre les deux pays, les transactions vont reprendre. On se dit ça parce que ce sont des pays frères. Hein. Après tout, les frontières que le Bénin et le Nigeria partagent, ce n'est pas petit. Le Nigeria partage, je pense, la plus grande partie des frontières avec le Bénin, beaucoup plus que les autres pays. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que ces deux pays ne se portent bien. Il n'y a pas de raison que ces deux pays n'entretiennent de bonnes relations. Le Nigeria a beaucoup de bouches à nourrir. Le Bénin peut donc profiter du Nigeria pour faire respirer son économie beaucoup plus. Donc le Nigeria également a besoin du Bénin pour respirer également sur plusieurs plans. Je pense que c'est de bonne guerre que ces deux pays puissent entretenir de très bonnes relations. Et je souhaite que ça dure le plus longtemps possible parce que ce que nous avons vu en 2019 et 2022 a montré que c'est difficile de vivre dans certaines conditions si les relations ne se portent pas bien entre deux pays comme le Nigeria et le Bénin. Donc la fermeture des frontières a beaucoup, c'est vrai, on a survécu comme Arnaud le disait, mais à quel prix? La question reste posée. Donc je salue la reprise de ces relations, je salue la vivacité, je salue le réchauffement de ces relations parce que les deux pays vont beaucoup profiter. Voilà, on a vu des employeurs ce 1er où le président Tinubu était pratiquement très sidéré, avec ce tableau artistique quand même qui a un peu fouetté, si je peux le dire, Sénégal, donc touché l'homme. Eh bien, il est reparti Moubarak. Je peux le dire, grand sourire aux lèvres. Moi, dès que j'ai vu le président nigérien au Bénin, je me suis dit, waouh. Mais ce n'est pas la première fois que le président nigérien oui, je ne refuse pas. Il faut d'accord le préciser. Venir comme il est venu comme ça, venir comme il est venu comme ça, venir avec toute une délégation. On parle de tous les gouverneurs qui sont frontaliers avec le Bénin, avec un grand opérateur économique, le premier d'abord en Afrique. Venir comme il est venu comme ça, si nous nous rappelons de l'histoire récente entre le Nigeria et le Bénin, ce n'était pas gagné d'avance. Donc pour moi, c'est vraiment un gros coup diplomatique pour Patrice Talon qui a compris, parce qu'au début de son pouvoir, et qui rimait avec le second mandat de Buhari, on sentait qu'il y avait peut-être une distance entre les deux partenaires, où on disait que c'est quoi? Est-ce que c'est Patrice Talon qui ne veut pas se rabaisser à cause de son économie, ou bien c'est Buhari qui en demandait trop? Personne ne comprenait. Donc aujourd'hui, que c'est venu comme ça, que le chef d'État nigérien vienne à dire que le Bénin est un frère siamois, je crois que c'est déjà une grosse publicité pour le Bénin, une grosse publicité pour Patrice Talon, mais également une très bonne chose pour notre économie. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont décidé de réouvrir les frontières et de réexporter encore les voitures vers le Nigeria, lorsque vous êtes parti, je suis parti à 5 ans, j'ai fait un voyage populaire, et tous ils étaient contents. Ils ont dit, waouh, enfin nous allons respirer. C'est comme pour dire, c'est vrai, nous avons résisté, mais nous avons souffert beaucoup. Nous avons souffert beaucoup par rapport à ce qui s'était passé entre 2019 et 2022. Pour moi, Buhari et Tinubu va beaucoup nous aider. Il n'y a rien à faire. Patrice Talon a beaucoup travaillé. Il faut vraiment le féliciter pour ça. Oui, Arnaud, voilà, nous avons célébré notre 1er août avec le Nigeria. Finalement, l'absence de l'opposition ne s'est pas si fait remarquer que ça. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, c'est une question. Pas du tout alors, parce que nous avons une réalité interne. Bien sûr. J'ai lu quelques commentaires. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire le rapport entre la présence de Tinubu et l'absence de l'opposition au défilé. Je ne vois pas. Je ne vois pas le lien. Nous avons nos problèmes internes. Tinubu est reparti dans son pays et nos problèmes internes demeurent. Donc, la présence de Tinubu
ne range pas au tiroir nos problèmes internes. Donc, je crois qu'il ne faut pas, c'est deux choses différentes, il ne faut pas mélanger. Mais nous allons quand même, les confrères le disaient, je crois que la présence du président nigérien a été la grosse image, image de ce défilé du 1er août. Surprise agréable. Je crois que les deux peuples des deux côtés de la frontière, sans doute, s'en sont réjouis. Parce que vous avez vu d'abord que, je dirais que le président Tinubu lui a rendu l'ascenseur parce que plusieurs partisans ont essayé de faire plusieurs rapprochements de l'autre côté. Et la présence du Tinubu à Cotonou, je crois que ça témoigne de ce que véritablement cette coopération qui est relancée, qui est réchauffée, est sincère. Parce que nous l'avons souvent dit, nous avons dit au cours de ces derniers mois, nous avons dit qu'on a l'impression au Bénin que le Nigeria nous regarde de haut, c'est à croire que nous ne sommes pas un État et que nous avons besoin d'un président nigérien qui se dise que nous avons des peuples qui sont peut-être séparés aujourd'hui par des frontières que nous n'avons pas voulu nous-mêmes, mais qui partagent quand même les mêmes cultures, qui ont pratiquement les mêmes réalités. Vous avez des Yoruba de ce côté de la frontière, vous avez des Yoruba de l'autre côté de la frontière, et Dieu sait que nous avons une forte communauté Yoruba au Bénin. Donc je crois que... Les Yoruba, les Nago, nous avons pratiquement les mêmes peuples. Nous avons plusieurs opérateurs économiques nigérians qui interviennent ici, et des opérateurs des Béninois qui également interviennent de l'autre côté. Donc je crois qu'il faut que désormais que les dirigeants nigériens puissent nous regarder autrement. Et je pense, de mon point de vue, pour ce que nous avons vu avec le déplacement de Tinubu, je me suis dit, bon, j'ai de quoi aujourd'hui me calmer un peu cette appréhension que j'ai par rapport à la gouvernance au Nigeria. Parce que je ne vois pas, je ne comprends pas que le Nigeria, qu'on ait des dirigeants nigériens qui ne voient pas ces experts-là, mais qui regardent le Bénin de haut et qui pensent que bon, il suffit et chaque fois de fermer la frontière pour dire bon, nous avons qui à côté. Je crois qu'il faut prendre en considération et du respect pour un État qui est juste à côté de votre frontière. Et si le président Tinubu est rentré aujourd'hui dans cette dynamique, ça serait bénéfique pour les deux États. Donc je crois que c'est la grosse image que nous pouvons retenir de cette célébration. Eh bien, merci, chers frères, puisqu'on n'a plus le temps là, on a épuisé le temps. La situation au Nigeria a pris le temps. On va suivre cela de très près et voir comment la fin de l'ultimatum va se gérer dans ce pays-là et quelles actions futures de la CEDEAO. Merci beaucoup à vous, Arnaud Doumaron, Moubarak Assomblo et Prosper Vodiankor. Vous êtes respectivement des éditorialistes des quotidiens La Nation, Le Meilleur et également de la radio Cap FM. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Merci d'avoir suivi les analyses des confrères. Juste derrière, ce sera le bulletin d'information. Et toute l'équipe va revenir tout à l'heure autour de 13h50-55 minutes pour le débrief de cette matinée. À tout de suite.